Le secrétaire du Conseil de défense, Roustem Umerov, a également indiqué qu'il avait proposé à la partie russe d'organiser une réunion la semaine prochaine. La dynamique de négociation doit être renforcée. Nous devons tout faire pour parvenir à un cessez-le-feu. Et la partie russe doit cesser de se dérober aux décisions. L'échange de prisonniers, le retour des enfants, la fin des tueries et une rencontre au niveau des dirigeants sont nécessaires pour que la paix dure vraiment. L'Ukraine est prête pour une telle rencontre. Michel Goya, bonsoir. Bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. On vient d'entendre Volodymyr Zelensky. À quoi vont ressembler ces pourparlers selon vous ? Alors d'abord, oui, il faut rappeler que l'Ukraine est prête à négocier depuis quand même un certain temps, qu'elles ont fait les premiers pas en la matière, que la Russie, pour l'instant, ne veut pas en entendre parler, que la Russie, elle est sur une stratégie de longue durée, de pression permanente, avec cette idée de faire craquer l'Ukraine, et donc ça s'inscrit vraiment dans la durée. Donc pour l'instant, il y a au pire des fins de non-recevoir, au mieux des manœuvres un peu dilatoires où on discute un petit peu, on offre quelques échanges, mais il n'y a pas pour l'instant de pression assez forte sur la Russie, de pression du terrain, de pression diplomatique suffisante sur Vladimir Poutine pour vraiment envisager l'idée de négociation. On verra peut-être au bout des 50 jours d'ultimatum proposé ou imposé par Donald Trump, mais pour l'instant on le sent pas bien. Dans tous les cas, l'idée, au moins pour l'Ukraine, c'est d'arrêter le combat, tout simplement, et de les arrêter sur la ligne de front actuelle. Donc pour eux, c'est une manière de limiter un peu les dégâts, d'arrêter toutes ces souffrances et puis de limiter les dégâts. Et le problème, c'est que la Russie, pour l'instant, en tout cas, ne l'entend pas comme ça. Surtout que les attaques continuent. Colonel Goya, attaque massive sur la ville d'Odessa, située dans le sud de l'Ukraine, attaque massive de drones dans laquelle une personne a été tuée. Quand on voit ces images effroyables, colonel Goya, quel est le but de ces attaques ? Alors, la Russie a une stratégie globale et totale de pression continue sur l'Ukraine, de pression sur le front, des attaques incessantes, et de pression sur l'ensemble du territoire par des frappes de missiles balistiques, missiles de croisière, ça on connaissait, mais la nouveauté depuis un certain nombre de mois, avec une accélération, c'est l'envoi de salves de centaines de missiles, de drones, des drones Shahed, renommés Géranium par les Russes, sur l'ensemble du territoire. Donc l'idée générale, c'est pression permanente, usure, avec peut-être l'espoir que finalement l'arrière ukrainien va finir par craquer et demander grâce d'une certaine façon et imposer à son gouvernement j'allais dire de négocier, non, parce que le gouvernement est prêt à négocier, mais de capituler en fait. C'est ça que veulent les Russes. Mais il faut bien le dire, c'est une stratégie qui ne fonctionne jamais. Ça n'a jamais fonctionné dans l'histoire. Ça, je pense que c'est même totalement contre-productif. Il y a eu un moment, on parlait d'une Ukraine divisée entre ceux qui étaient sur le front, ceux qui étaient directement concernés, et puis d'une Ukraine un peu à l'arrière, où finalement on essayait de vivre comme en temps de paix, y compris jusqu'à Kiev. Vous avez des soldats qui revenaient en permission à Kiev et qui disaient finalement, ils ne sont pas concernés. Mais par cette stratégie, en réalité, vous reconcernez toute l'Ukraine. En réalité, vous ressoudez l'Ukraine, et même jusqu'au coin de l'ouest du pays, à Lviv par exemple. Ça y est, tout le monde maintenant est reconcerné à nouveau par la guerre. Et quand vous êtes bombardé comme ça par des drones Shahed, en fait, vous ne demandez pas grâce. Vous en voulez surtout aux Russes et vous demandez à ce qu'on fasse quelque chose pour arrêter ça et pour combattre les gens qui font ça. Donc c'est complètement contre-productif vis-à-vis des Ukrainiens, je pense, et aussi au niveau des diplomatiques. C'est-à-dire que quand vous avez des images comme ça,
Vous avez tout le monde est un peu obligé de réagir, y compris des gens comme Trump. Alors que s'il n'y avait que des combats sur la ligne de front, les villes ne seraient pas touchées. En réalité, les choses se passeraient beaucoup mieux pour les Russes, au moins d'un point de vue diplomatique. Mais les drones arrivent à saturer d'une certaine manière la défense aérienne ukrainienne. Mais on le sait, les drones, c'est aussi l'apanage des Ukrainiens. Ils pourraient, eux aussi, saturer les défenses aériennes russes. Alors, ils n'en ont pas autant. Ils lancent aussi, ils ont une campagne de frappe, de drones sur la Russie. La différence, c'est que c'est beaucoup plus ciblé. C'est des drones qui sont généralement plus précis. Donc, ils ciblent soit des objectifs militaires, des bases, notamment des bases aériennes, soit des objectifs économiques précis, notamment l'infrastructure pétrolière. Là, c'est ce que font les Russes, c'est plutôt un peu de l'arrosage tout azimut, quoi. L'idée, c'est, encore une fois, alors ils frappent des objectifs économiques aussi, mais l'idée, c'est d'user la population. Donc c'est partout et tout le temps. Donc pendant tout le temps, tous les jours, en Ukraine, maintenant, vous avez des sirènes qui résonnent tout le temps, pratiquement, dans toutes les villes. Et donc les gens, ils sont sous pression, ils sont stressés un peu partout. Donc c'est le but, c'est stresser les Ukrainiens, stresser la population ukrainienne. Mais comme je disais tout à l'heure, en réalité, ça ne marche pas. Priorité, protéger le ciel ukrainien. Et c'est d'ailleurs pour cela que les Ukrainiens demandent à Donald Trump des patriotes. Écoutez. Quand on pense aux premiers missiles patriotes, à certaines de ces armes que nos alliés vont acheter. Ils sont déjà en train d'être expédiés. De quel pays ? Ils vont arriver en Allemagne et ensuite ils seront acheminés. Dans tous les cas, les États-Unis sont remboursés intégralement. L'OTAN va nous rembourser pour tout. Dans certains cas, ce sont les pays de l'Union européenne qui nous rembourseront directement. Mais nous aurons toujours notre argent. Nous n'aurons pas d'autres investissements à faire. Nous sommes remboursés intégralement. Et est-ce que cette stratégie peut fonctionner ? C'est-à-dire faire en sorte que les pays européens donnent des systèmes achetés aux États-Unis. D'accord, alors il faut rappeler que dans ce cas-là, ce ne seront pas les Américains qui fourniront des équipements aux Ukrainiens, mais ce sont les Européens. C'est eux qui vont aider l'Ukraine, et non pas les États-Unis. Les États-Unis vont se contenter de vendre et d'exploiter en réalité une sorte de position de monopole qu'ils ont, notamment sur certains équipements. Donc le bon côté, c'est déjà qu'ils autorisent l'exportation. Vous savez que quand vous achetez, vous vendez un équipement à un pays, celui-ci ne peut pas en faire ce qu'il veut, quoi. Et s'il veut le réexporter ou le donner à un autre pays, il faut vous demander l'autorisation, ce qui est normal. Et ça concerne tous les pays. Parce qu'il y a la licence. Voilà. Et là, déjà, au moins, les Américains autorisent les pays européens, et peut-être on en reparlera de l'Australie, par exemple, de fournir un certain nombre d'équipements américains. Bon, ça, c'est une bonne chose. Faut voir quelle est la liste, d'ailleurs, de tous les équipements qui pourraient être donnés aux Ukrainiens. Et puis on en profite quand même pour faire une bonne affaire. Et donc les systèmes patriotes déjà un peu anciens, usés, de seconde main de certaines façons qui sont donnés aux Ukrainiens, on va à la place, on les remplacera par des patriotes tout neufs sortis d'usine et qu'on fera payer aux pays européens au prix fort. Voilà. Mais c'est une exploitation de situation de monopole et de la part des Américains, de Trump en particulier, qui cherchent à faire en réalité de cette guerre une opération rentable. Mais pourtant, nous avons, en France notamment, des systèmes similaires, même presque plus performants, j'ai envie de dire. Les SAMP-T, en tous les cas, le débat est là. Les systèmes qu'on appelle aussi Mamba, qui permettent la même chose que les Patriotes, mais qui... Pas tout à fait. C'est pas tout à fait la même catégorie. Le Patriot a une plus grande portée, tire un peu plus haut, mais l'Aster 30, qui est le missile qui est lancé par le système Mamba, est quand même très performant. Alors, Emmanuel Macron, en tous les cas, en a parlé à Volodymyr Zelensky, mais la réalité, Michel Goya, c'est que nous n'en avons que 8. Nous avons 8 batteries en France, effectivement. Alors, je rappelle, c'est un système franco-italien, donc fabriqué, conçu avec l'Italie. Mais, écoutez, que n'a-t-on fait il y a 3 ans ? C'était il y a 3 ans qu'il fallait réagir, qu'il fallait sortir un gros carnet de chèques et puis commander des centaines et des milliers de missiles Mamba.
là, on serait, alors le constructeur aurait eu le temps de construire des chaînes de production, de passer à une fabrication en série, et on serait dans une situation bien plus, moins inconfortable stratégiquement actuellement. C'est-à-dire qu'on pourrait dire aux Américains, écoutez, vous voulez nous vendre vos patriotes, gardez-les, et nous, on s'occupe, on a ce qu'il faut, et on pourrait fournir des matériels performants aux Ukrainiens, on pourrait en vendre aussi, et on pourrait équiper également nos propres forces. Et je parle du Mamba comme de tous les autres systèmes d'armes, si on avait réagi vraiment, dès cette époque, et non pas comme on commence un peu à le faire maintenant. Si on s'était mis vraiment, alors j'aime pas du tout cette expression d'économie de guerre, mais si on avait remonté en puissance dès cette époque, mais en réalité on ne l'a pas fait. Même chose du côté des chars Abrams. Oui. Les Australiens en envoient désormais à l'Ukraine, des chars de base américains. Oui. Pareil, on n'a pas de chars européens. Oui, alors d'abord, pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour que les Américains acceptent? Donc c'est toujours cette fameuse licence de réimportation que les Australiens fournissent des chars, alors qu'ils le proposaient depuis longtemps. Donc il faut se poser des questions. Alors qu'est-ce que ça coûte aux Américains que les Australiens envoient des chars Abrams aux Ukrainiens? Alors en ce qui concerne nous, Européens, on n'en a pas beaucoup en réalité de chars de bataille. La France en a 220 en tout. Donc on a fait un peu l'impasse, comme sur beaucoup de choses. On a fait un peu l'impasse, en tout cas sur ce système d'armes. Bon, les Australiens vont l'envoyer un certain nombre, 45 je crois, aux Ukrainiens. Ils vont remplacer ceux qui ont été détruits. Ça n'a pas changé le cours de la guerre. C'est bien, mais ça n'a pas changé complètement le cours de la guerre, d'autant plus qu'on n'est plus forcément dans une guerre motorisée où ce type d'armement est vraiment décisif. Est-ce que les Américains ont fini par comprendre la menace russe? En tous les cas, les généraux américains commencent à s'impatienter. On en parle juste après la pub. Que faire quand la Russie dit qu'elle ne veut pas s'arrêter et que la diplomatie n'est pas une réponse? Faut-il mettre plus de pression? Les Américains, cette fois-ci, passent un cap. Écoutez. Prenons l'exemple de Kaliningrad. On peut discuter de tout et de rien, mais elle est entourée par l'OTAN de tous les côtés. L'armée américaine et ses alliés ont désormais la capacité de détruire Kaliningrad depuis le sol dans un délai inédit et plus rapidement qu'on ne pourrait l'imaginer. Nous avons déjà planifié cela et nous l'avons déjà développé face aux problèmes de masse et d'élan que nous pose la Russie. Attaquer Kaliningrad, cette exclave russe, Michel Goya, c'est possible ? Techniquement, oui, bien sûr. C'est même ce qu'il faut faire d'emblée en cas de guerre contre la Russie. Maintenant, il faut quand même préciser que il n'y a pas de plan dans l'OTAN d'attaque en premier de la Russie. Il n'y a pas de plan offensif pour attaquer la Russie. Il y a que des plans défensifs pour se protéger ou pour protéger un pays de l'OTAN. On voit la carte. S'il devait y avoir des attaques massives terrestres de la part de la Russie, ce serait sur les pays en bleu, probablement, plus la Finlande, qui sont les pays limitrophes de la Russie ou de la Biélorussie. Et donc, il n'y a que des plans défensifs. Et dans le cas de ces plans défensifs, bien sûr, la première chose que l'on ferait, c'est d'attaquer Kaliningrad. On voit sur la carte, Kaliningrad, c'est une sorte d'îlot, ou si vous voulez, une sorte d'immense porte-avions de 15 000 km. C'est une base russe, en fait. Oui, c'est russe. Tellement il y a de missiles. C'est du territoire russe. Mais c'est une base, alors vous voyez où elle est située, avec une capacité de nuisance qui est considérable. Où ça, ce petit territoire, il y a une base navale, il y a des bases aériennes, c'est bourré de missiles anti-navires qui peuvent taper sur toute la Baltique, c'est bourré de missiles anti-aériens qui peuvent gêner tous les mouvements aériens dans la région. Or, il serait extrêmement important pour venir, par exemple, au secours des pays baltes. Et en même temps, ils ont aussi une capacité de frappe sol-sol avec des missiles Iskander qui a capacité nucléaire et qui peuvent frapper une bonne partie de l'Europe, de l'Europe occidentale, ils peuvent frapper jusqu'en France avec ça. Donc c'est une forte capacité de nuisance. En même temps, vous voyez sur la carte, ça isole quand même très largement les pays baltes qui sont la cible numéro 1 de la Russie. Et il est probable que si la Russie attaquait, ils auraient aussi une opération via la Biélorussie pour aller
dégager Kaliningrad, couper complètement les pays baltes, ça c'est à peu près sûr. Donc c'est techniquement, oui, c'est un objectif immédiat de la part des pays de l'OTAN. Voilà, a priori, oui, on devrait y arriver assez facilement. Maintenant, on en parle beaucoup parce que c'est interprété évidemment par les Russes comme disant voilà, l'OTAN a des plans pour attaquer la Russie. Donc on vous l'avait bien dit. Vous avez peur de l'inversement du discours, en fait. Ben oui, non, mais bien sûr, mais ça y est, c'est fait. C'est-à-dire que ça y est, c'est instrumentalisé en disant voilà, vous l'avez bien dit que l'OTAN a envisagé d'attaquer la Russie. Et puis hop, la deuxième phase, c'est de dire oui, mais si vous attaquez la Russie, attention, l'arme nucléaire, machin, etc. Parce que ça fait partie de leur ligne rouge dans leur doctrine nucléaire. Mais j'ai envie de vous dire, comme la Crimée qu'ils considèrent comme un territoire russe, c'était aussi une ligne rouge, il n'y a pas eu d'utilisation nucléaire. Mais le territoire de Koursk qui a été attaqué par l'Ukraine, c'est un territoire russe. Non, mais il faut bien comprendre que, en réalité, l'usage de l'arme nucléaire, comme chez nous, en réalité, c'est vraiment, on s'attaque à des intérêts vitaux, quoi. C'est pas neutre d'employer l'arme nucléaire, surtout face à des puissances qui en sont dotées, quoi. Et donc, il faut imaginer qu'il y aura une riposte nucléaire. Alors, dans le cadre de l'OTAN, c'est pas aussi clair que ça parce que la région, c'est pas des pays dotés nucléairement. Il y a des armes nucléaires américaines qui sont basées dans la région. Donc c'est pas le jeu est quand même beaucoup plus flou que si, par exemple, la Russie s'attaquait directement à la France ou au Royaume-Uni, qui sont des puissances dotées. Mais faut être clair, non, les Russes n'utiliseraient pas l'arme nucléaire pour défendre Kaliningrad. Mais ça leur permet d'ajouter à nouveau cette menace et de dire, voilà, on l'avait bien dit. Maintenant, le bon côté un peu de cette déclaration, c'est que vous avez un général américain qui commande les forces terrestres américaines en Europe, mais aussi les forces terrestres de l'OTAN, si elles étaient réunies pour une opération militaire, qui dit, voilà, on se battra. Donc, le général américain qui dit, oui, on est là. On est prêt à combattre pour défendre les pays baltes et à attaquer Kaliningrad. Et ça n'a jamais été fait, aussi clairement de la part de généraux. Non, mais donc ça tombe à une époque où on peut mettre en doute un peu la capacité américaine, ou la volonté en tout cas américaine, de vraiment combattre la Russie si la Russie attaquait les pays de l'OTAN. Alors après, c'est un militaire, ça c'est plutôt... Là, on devrait être plutôt au niveau politique, hein, c'est à Trump. Ce sera à Trump de dire, oui, bien sûr que si les pays baltes sont attaqués, nous, Américains, on combattra les Russes. Pour l'instant, on attend un peu cette déclaration. Mais voilà, mais venant au moins d'un général américain, oui, c'est intéressant en tout cas, c'est rassurant. Est-ce qu'il y a un changement de direction de la part des États-Unis ? On a appris par le Washington Post que Donald Trump avait conseillé à Volodymyr Zelensky de passer à l'offensive en lui demandant si, clairement, il pouvait bombarder Moscou et Saint-Pétersbourg. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de changement de ton ? Alors, c'est très difficile à interpréter le Trump en matière stratégique, hein, quand même. Il y a ce côté un peu bravade, oui, vas-y, bien sûr. Oui, vous avez raison. Oui, il y a quand même un changement de ton. Peut-être qu'il y a quelques mois, il aurait dit non, il n'est pas question que tu attaques le territoire russe. Rappelez-vous quand Joe Biden avait accordé la possibilité aux Ukrainiens d'utiliser les armes américaines pour frapper sur le territoire, des objectifs militaires sur le territoire russe, avec beaucoup de restrictions, mais il y avait quand même cette possibilité. Trump s'y était opposé. Au passage, il n'est pas revenu en arrière, malgré tout, hein, en disant non, c'est trop dangereux d'attaquer la Russie. Bon, maintenant, oui, il y a effectivement une évolution du discours. Bon, on évoquait même d'ailleurs au passage la fourniture éventuelle par les Américains de ce qu'on appelait des djihad SM. C'est l'équivalent un peu des scalps, mais américains, dont les dernières versions peuvent taper jusqu'à 900 km. Ça a disparu un peu du paysage, mais il y avait cette possibilité. Donc on n'est plus dans cette idée de corseter l'Ukraine, de limiter les capacités de l'Ukraine. Ça, c'est le bon côté des choses. Alors, quand on sait, Michel Goya, que Donald Trump n'arrête pas de dire, d'une certaine manière, que l'article 5 n'est pas automatique, cet article sur la défense mutuelle, est-ce que la solution, ce ne serait pas tout simplement de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN ?
vous savez que c'est une des causes de la guerre, quand même, cette idée. Parce qu'il est évoqué depuis longtemps. En fait, il aurait fallu peut-être le faire depuis longtemps. Il faut quand même rappeler que l'Ukraine, ça a été un bon élève. Ils ont participé à la guerre, à la coalition américaine en Irak, jusqu'en 2008. Ils ont participé à des tas d'opérations internationales en disant, voilà, nous, on est bons élèves de la sécurité internationale. Il fallait peut-être y penser avant, en fait, à l'époque où c'était possible, où la Russie, de toute façon, ne pouvait pas concrètement s'y opposer. Et puis, on a hésité. 2008, c'est revenu sur la table. Là, ce sont plutôt les Européens, en réalité. C'est plutôt l'Allemagne et la France, d'ailleurs, qui sont opposés. Les Américains, au bout du compte, à l'époque, avaient dit, bon, on verra plus tard, on reporte le truc, ce qui a été interprété évidemment du côté russe par ça finira par arriver, et pour les Russes, l'idée de l'Ukraine dans l'OTAN, pour eux, ce serait un aveu de défaite en réalité, parce qu'ils sont battus en grande partie aussi pour éviter ça. Ce qu'ils veulent, c'est au moins neutraliser, complètement stériliser l'Ukraine stratégiquement, si possible en faire un pays vassal, mais surtout pas en faire un membre de l'OTAN, alors que les objectifs stratégiques de la Russie, c'est de désagréger cette organisation en réalité. Les Américains s'y opposent d'une certaine manière, vous l'avez dit. Est-ce qu'il faut encore laisser le commandement de l'OTAN aux Américains quand on entend ceci ? J'observe que les Américains se détournent depuis des années de l'Europe et se tournent vers l'Asie. Ce pivotement vers l'Asie, comme on dit, est en train de se produire et les Américains s'intéressent à d'autres régions du monde et se voient confrontés à une concurrence très rude avec la Chine. C'est la raison pour laquelle ils nous disent « Occupez-vous de vos propres affaires » et nous le faisons. Est-ce qu'il est juste de laisser encore autant de poids aux Américains dans l'OTAN ? Ils ont le commandement suprême allié, avec le SACEUR, un nouveau qui a été nommé récemment à la place du général Cavoli. Est-ce que c'est encore juste de leur laisser ce poids-là ? Oui, alors il y a deux grands commandements effectivement de l'OTAN, opérationnels on va dire. Il y a SACEUR, donc c'est le commandement des forces de l'OTAN en Europe. C'est le plus important, c'est vraiment le commandement opérationnel. Puis le commandement de la transformation. L'amiral Vendier. Qui est toujours occupé par un Français. Bon. Mais le commandement opérationnel, c'est toujours un Américain. Et on a vu le général tout à l'heure qui commande les forces terrestres, c'est aussi toujours un Américain. Alors que par ailleurs, effectivement, le poids des forces américaines en Europe, il s'est considérablement réduit déjà, mais ils ont des moyens clés, ils occupent toujours des postes clés. Je rappelle que Trump avait envisagé, au fait, en disant, mais oui, mais au fait, ça nous coûte cher d'avoir encore un chef américain dans l'OTAN, est-ce que c'est vraiment indispensable. Évidemment que c'est indispensable d'un point de vue de l'influence. Mais dans tous les cas de figure, on note le désarroi allemand. Je rappelle que l'armée allemande a été créée en 1955, au moment où la République fédérale allemande a été intégrée dans l'OTAN. Donc c'est une armée qui nativement constitue de sa naissance est une armée de l'OTAN, est faite pour l'OTAN. Et donc, voir les Américains se désengager de cette région, ça inquiète beaucoup les Allemands qui ne sont pas habitués. Au passage, historiquement, il y a eu des périodes où les Américains étaient très concernés par l'Asie. Ils ont fait la guerre en Corée, ils ont fait la guerre au Vietnam. À ce moment-là, l'Europe, ce n'était pas la priorité. Pourtant, ils étaient toujours là. Mais maintenant... Allez, on va dire simplement, oui, bien sûr qu'il y a une tendance américaine qui n'est pas nouvelle de désengagement. Et donc, la conséquence logique, ce serait pour les Européens de européaniser au maximum l'OTAN, c'est-à-dire de faire en sorte que si les Américains ne sont pas là, que l'OTAN, qui est une organisation technique avec des états-majors qui fonctionne aussi bien si les Américains ne sont pas là. C'est ça le but à atteindre. Mais est-ce que ça aurait autant de poids, Michel Goya ? Un OTAN sans les Américains comme une sorte de leader de cette alliance atlantique. Est-ce que quand on voit la Russie, qui a peu de respect pour les dirigeants européens, est-ce qu'il y aurait tout de même ce même rapport de force ? Oui, donc, globalement oui. Alors je fais un peu d'histoire, il faut quand même rappeler que pourquoi on crée l'OTAN ?
C'est parce qu'on a un traumatisme de... la menace soviétique. Non, c'est plus profond. C'est-à-dire qu'on a le traumatisme de la dissolution de la Grande Alliance de la Première Guerre mondiale. Britanniques, Français, États-Unis, pour les pays plus importants. Et puis après la Première Guerre mondiale, cette alliance se disparaît et on laisse monter finalement des menaces comme l'Allemagne nazie, qui auraient peut-être été contenues si cette alliance avait été maintenue. Et donc on a de cesse, après la Seconde Guerre mondiale, de maintenir l'alliance de la Seconde Guerre mondiale. Donc on le fait très vite avec les Britanniques, Français, Britanniques, on refait une alliance, ce qu'on appelle l'Union de l'Europe occidentale, avec les Belges aussi, le Benelux, et on a de cesse de faire revenir les Américains dans cette alliance que l'on fait en 1949. Donc c'est ça l'origine historique de cette affaire, pour faire face à toutes les menaces que ce soit. Et à l'époque, on pense d'ailleurs un petit peu à l'Allemagne encore, en 1949, dans l'esprit français. C'est pas encore tout à fait calmé. Maintenant, oui, donc ce serait une rupture historique majeure, ce serait le retour aux Américains qui s'occupent de leurs propres affaires. Mais il faut quand même, entre Européens, on a quand même suffisamment de moyens, on a suffisamment de puissance pour faire quelque chose en commun. Donc utilisons le cadre de l'OTAN, encore une fois, c'est un cadre qui fonctionne. On a des états-majors, il suffit de coordonner nos forces, de s'aligner un petit peu sur nos équipements pour que ça puisse fonctionner ensemble, de faire des exercices en commun. Mais il faut simplement devenir un peu adulte et puis se dire, si les Américains ne sont pas là, il faut qu'on soit capable de faire exactement la même chose, d'être aussi puissant. Et si les Américains sont là, viennent nous aider, tant mieux. Mais s'ils ne sont pas là, on a quand même les moyens de faire face à quasiment toutes les menaces du monde. Merci Michel Goya.